Jeudi 6 mars 2025, bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous Le Niger sur Kalangou. Je suis Adama Dawaki, à mes côtés Mokhtar Hamadou pour la présentation. Bonsoir Mokhtar. Oui, bonsoir Adama, tout va bien. Comment vas-tu aussi? Je vais bien aussi. Un petit coucou à toute l'équipe technique et rédactionnelle de cette émission du côté de la régie du studio Kalangou, Soumana Amadou. Nous avons Issa Lawali à la technique et Moussa Hassan à l'édition. Alors, quel est le programme de ce soir? Aujourd'hui, nous avons un programme riche et varié pour le plaisir de nos auditeurs et auditrices. D'abord, il y aura la rubrique Ramadan, la chronique Loti et la page sport, bien sûr. Dans la partie entretien de ce soir, Mohamed Bello, professeur agrégé en économie, également directeur de l'école doctorale de l'université Djibo Hamani d'Ottawa. Chers auditeurs et auditrices, nous débutons cette émission avec l'entretien du jour et comme annoncé, l'entretien porte sur l'école doctorale de l'université d'Ottawa. En effet, cette école a été créée il y a 2 ans. Elle offre des formations doctorales dans divers domaines. Dans cette première partie, le directeur Mohamed Bello parle des différents collèges de formation. Il est interrogé par Habibou Garba et Ternan Foudé Ahmed. Une école doctorale, en fait, c'est là où sont censés être formés les docteurs. Donc, c'est une école qui organise des formations doctorales. Des formations qui, dont l'aboutissement, c'est la soutenance d'une thèse de préparation et la soutenance d'une thèse de doctorat. Et c'est un cycle qui est censé évoluer au cours de 3 ans. Donc, en 3 ans, on organise des formations à l'endroit des étudiants de l'école doctorale qu'on appelle doctorants. Et au finish, ils soutiennent une thèse et ils sont déclarés docteurs de l'université. Donc nous, notre particularité, c'est un doctorat unique. Donc on devient docteur de l'université Djibo Hamani. C'est un doctorat unique. Professeur, parlez-nous de cette école doctorale de l'université Djibo Hamani. L'école doctorale a été créée en février 2023 et c'est une école doctorale qui est composée de 4 collèges de formation doctorale. Donc vous avez le collège de formation doctorale en sciences économiques et de gestion, collège de formation doctorale en sciences agronomiques et de l'ingénieur, collège de formation doctorale en sciences juridiques et politiques et le collège de formation doctorale en sciences de l'éducation et didactique des disciplines. En fait, ces collèges de formation doctorale ont été mis en place pour pouvoir répondre aux différentes formations qui sont déjà dispensées au sein de l'université. Mais quand même, on a fait une ouverture dans le texte de l'école doctorale pour dire que d'autres collèges peuvent être créés au cas où il y a de nouvelles filières de formation qui sont ouvertes à l'université de Djibo Hamani. Oui, quand vous dites collège, ça veut dire que c'est des départements que vous appelez collège ou bien? C'est des composantes de formation. Par exemple, le collège de formation en sciences économiques et de gestion, il est hébergé au sein de la faculté d'économie, de droit et de gestion, la FADEG. Donc au sein de cette faculté, il y a déjà 2 collèges de formation. Le collège de formation en sciences économiques et de gestion et le collège de formation en sciences juridiques et politiques. Au sein de la fac d'agronomie, vous avez le collège de formation doctorale en sciences agronomiques et de l'ingénieur. Au sein de la faculté de sciences de l'éducation, vous avez le collège de formation doctorale en sciences de l'éducation et didactique des disciplines. Est-ce que la formation a déjà commencé au niveau de l'école doctorale de l'université Djibo Hamani? Oui, il y a une première cohorte de doctorants qui a été recrutée. Donc c'est une quarantaine de doctorants, toutes disciplines confondues, au sein de tous les 4 collèges de formation doctorale. Et ils sont en train de s'inscrire. Et quand ils vont finir de s'inscrire, on va organiser des formations sous forme de séminaires doctoraux, des séminaires sur des méthodologies de la recherche, des séminaires sur des méthodes de collecte de données qui vont leur permettre de faire des très bonnes thèses et des doctorales aussi qui sont prévus pour permettre à des doctorants de réorienter leur travail au cas où on sent qu'ils ne sont pas sur la bonne ligne dans le cadre de leur formation. Qui forme au niveau de cette école doctorale? Est-ce que c'est un docteur qui va former un docteur ou bien c'est un professeur qui va former un docteur? Au sein de l'université de l'enseignement supérieur d'une manière générale, le statut des enseignants-chercheurs consacre 2 rangs. Il y a ce qu'on appelle le rang A et il y a ce qu'on appelle le rang B. Le rang A, c'est les maîtres de conférences, les maîtres de recherche, les directeurs de recherche et les professeurs titulaires. Le rang B, c'est les assistants et les maîtres assistants. Donc, ceux qui sont habilités à encadrer des thèses de doctorat, ce sont les enseignants des rangs A. Donc à partir du grade de maître de conf. Ceux qui sont des maîtres de conférence et des professeurs titulaires, des maîtres de recherche et des directeurs de recherche peuvent encadrer des thèses de doctorat. Donc nous ici, ceux qui encadrent des thèses de doctorat, ce sont les maîtres de conférence et les professeurs titulaires au sein de cette université, mais aussi les maîtres de conférence et les professeurs titulaires des autres universités publiques du pays et même de l'étranger, qui peuvent intervenir sous forme de professeurs associés. Et eux aussi, ils sont habilités à encadrer des thèses de doctorat.
Nous poursuivons la deuxième partie de l'entretien avec Mohamed Bello, directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire de l'université Djibo Hamani d'Ottawa. Dans cette partie, il évoque le fonctionnement de l'école avec le budget mis à leur disposition. On l'écoute toujours au micro de Habibou Garba et Tanan Foudé Ahmed. Cette école est à son stade, on peut dire végétatif. Est-ce qu'il y a déjà des difficultés? Donc l'école doctorale est très jeune, elle est à ses débuts. Donc pour le moment, il n'y a pas de difficultés particulières que nous avons rencontrées. Le rectorat a mis à notre disposition en tout cas un budget conséquent qui va nous permettre de fonctionner sans grande difficulté si tout vient comme prévu. Le budget qui devrait organiser le fonctionnement de l'école doctorale est déjà mis à notre disposition par le rectorat. Et donc, en principe, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Et surtout que nous sommes très jeunes, on n'a pas commencé à fonctionner, à rentrer de plein pied dans la formation doctorale. Donc, a priori, pour le moment, nous n'avons pas encore de difficultés à enregistrer. Alors, dites-nous les perspectives que vous avez pour l'école doctorale de Djibo Hamani créée en février 2023 pour les années à venir. Nous voulons faire de cette école doctorale une école doctorale de référence. Parce que déjà, les doctorants que nous recrutons ici, ce sont des doctorants qui sont recrutés sur la base des critères d'excellence. Et donc, nous pensons que d'ici peu, en tout cas, l'école doctorale, quand elle va commencer à produire des docteurs, seront vraiment compétitifs sur le marché de la recherche et ils seront, en tout cas, n'auront pas de difficultés à s'insérer dans le domaine de la recherche. Et donc, nous pensons que c'est une perspective noble que nous sommes en train de poursuivre et nous pensons que tous les moyens seront mis à notre disposition pour pouvoir atteindre cet objectif de faire de cette école doctorale une école doctorale de référence, pas uniquement ici au Niger, mais dans la sous-région. Si un doctorant veut s'inscrire, comment il doit procéder? Si un doctorant veut s'inscrire, d'abord, il attend qu'on lance l'appel à candidature. Ensuite, il dépose son dossier. Le dossier est dans le processus de sélection sur 2 étapes. Il y a une première étape qui est faite au niveau des collèges de formation doctorale. Ensuite, ça c'est la présélection. Ensuite, les candidats présélectionnés maintenant vont subir une sélection définitive au niveau du conseil scientifique et pédagogique de l'école doctorale. Parce que l'école doctorale, à l'instar du conseil scientifique de l'université, dispose en son sein elle-même son propre conseil scientifique. Et c'est ce conseil scientifique-là qui fait la sélection définitive des candidats qui sont déjà présélectionnés au sein des CFD. Donc le processus de sélection, c'est vraiment très rigoureux parce qu'il s'est fait en 2 étapes. Une première étape au niveau des CFD, des collèges de formation doctorale, et une seconde étape au sein même de l'école doctorale qui est faite par le conseil scientifique de l'école doctorale. Oui, et vous avez dit que vous avez 40 doctorants. Il y a combien de filles parmi? Je n'ai pas encore de statistiques parce qu'ils sont en train de s'inscrire. Donc le service de scolarité centrale ne m'a pas encore envoyé des statistiques pour que je puisse vous donner des informations là-dessus. Comme le délai d'inscription n'est pas encore arrivé à terme, donc on ne peut pas produire les statistiques qui vont nous permettre d'avoir toutes ces informations. Pour finir, je vais vous remercier pour le fait que vous soyez venu ici me rencontrer pour qu'on puisse discuter de cette école doctorale qui est très jeune. Donc merci en tout cas et je peux vous rassurer que nous sommes toujours disponibles tant qu'il s'agit de donner des informations dans le cadre du fonctionnement de cette école doctorale dont nous avons la chance de diriger. Le Niger sur Kalangou continue, mais cette fois-ci avec les rubriques Ramadan et nous allons parler du souhour ou le repas de l'aube, n'est-ce pas Mokhtar? Oui, en effet, pendant la période de Ramadan, les jeûneurs doivent prendre un repas à l'aube avant de commencer leur jeûne. Selon le nutritionniste Abdelrazak Bello, 3 groupes d'aliments sont recommandés pour le souhour, à savoir les céréales, les fruits et les légumes. Abdelrazak Bello explique les raisons pour lesquelles ces aliments sont conseillés au micro de Rafia Abdoulaye Moussi. Il faut savoir que la consommation des aliments pendant le souhour, cette consommation-là peut avoir des répercussions sur comment est-ce que nous allons passer la journée. Donc du coup, pendant le souhour, le premier aliment qui est conseillé, ce sont les aliments qui contiennent des glucides. Parmi les aliments qui contiennent des glucides, il y a notamment les céréales et les tubercules. En ce moment-là, ça peut être du riz, ça peut être de l'igname, ça peut être autre chose. Mais ce qui est sûr, il faut des glucides au moment du souhour. Pour quelle raison? Parce que les glucides qu'on va retrouver dans ces céréales et tubercules, c'est un glucide qui produit de l'énergie de façon
très lente. Donc du coup, lorsqu'on prend ces aliments-là, on aura l'avantage d'avoir de l'énergie sur une bonne partie de la journée, ce qui va faire en sorte qu'on va être moins fatigué lorsque on prend ces aliments-là. Donc, en plus des céréales, il est important pendant le suhour d'avoir une bonne hydratation. Donc, consommer suffisamment d'eau au mois du suhour pour permettre vraiment à ce que l'organisme ait une teneur en eau adéquate pendant la journée. Parmi les aliments également qu'il faut conseiller pendant le suhour, il y a des aliments comme les fruits et les légumes. Donc, c'est également bien pour le suhour parce que ce sont des éléments qui vont apporter des vitamines et on sait que les vitamines, c'est important lorsqu'on doit faire le jeûne, surtout lorsque le jeûne doit se passer dans des périodes de forte chaleur. Parmi les aliments que je vais déconseiller, les produits sucrés, parce que ce sont des aliments qui ont tendance à produire de l'énergie rapidement et qui peuvent entraîner une panne énergétique. Deuxième groupe d'aliments que je vais également déconseiller ou conseiller vraiment avec modération, ce sont les excitants de façon générale. Notamment le thé et le café consommés au mois du suhour, ça peut avoir un effet. Pour quelle raison? Parce qu'en temps normal, le thé et le café ont des vertus diurétiques, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui permettent une élimination d'urine, ce qui améliore le fonctionnement du rein. Mais pendant le mois de Ramadan, ces propriétés diurétiques-là vont entraîner une perte d'urique à travers les urines qu'on ne pourra pas remplacer. Donc du coup, lorsque vous prenez le café ou le thé, cela peut avoir un impact sur la soif. Troisième aliment vraiment que je vais conseiller avec modération, ce sont les aliments gras. La période de Ramadan va se dérouler pendant les périodes de forte chaleur. Donc consommer gras au mois du suhour, ce n'est pas bien parce que qui dit gras dit naturellement absence d'eau et lorsqu'on consomme gras, on aura tendance également à être plus assoiffé. Donc c'est la raison pour laquelle je dis en termes de boisson, il faut privilégier l'eau au mois du suhour. Quelle est l'importance du suhour pour l'organisme? Et l'importance du suhour, on peut considérer que le suhour c'est comme un petit déjeuner. Donc on sait que c'est vraiment important pour démarrer le moteur. Parce que quand on prend de façon générale, même si certaines personnes ont tendance à sauter le petit déjeuner, c'est un repas qui est extrêmement important parce que c'est un repas qui normalement permet de couvrir 20 à 30% des besoins. C'est-à-dire que celui qui ne prend pas le suhour ou le petit déjeuner donc sera en déficit parce qu'il n'aura pas pris un aliment qui devrait lui permettre de couvrir 20 à 30% de ses besoins. Également, il est important de prendre le suhour pour redémarrer le moteur. Parce que lorsqu'on a passé une bonne partie de la nuit en train de dormir et à 4h, 5h du matin, il est important d'avoir un aliment pour pouvoir démarrer le moteur. Et troisième raison, lorsqu'on doit passer 10 à 12 heures sans manger, il est important d'avoir un repas qui va nous apporter de l'énergie et d'autres éléments nutritifs. Ces éléments-là vont nous permettre de tenir une bonne partie de la journée. Donc il est extrêmement important vraiment de prendre le suhour parce que c'est un repas qui, comme je l'ai dit, va permettre à ce que l'organisme fonctionne normalement et c'est un repas également qui doit nous permettre d'avoir la possibilité de jeûner sans beaucoup trop de difficultés, notamment la soif, notamment la panne énergétique, la fatigue et les autres vertiges. Parce qu'on peut être plus enclin à avoir des vertiges parce que tout simplement, on va être dans une situation d'hypoglycémie. Souvent, lorsque on ne prend pas de petit déjeuner, vers 10h, 11h, on a tendance à avoir les paupières qui s'alourdissent. C'est simplement l'effet de l'hypoglycémie. Donc, du coup, on peut également avoir cet effet-là. Lorsqu'on ne prend pas son suhour, on peut être à un certain moment avoir des sensations de vertige, des sensations de paupières lourdes. Tout cela sont des signes d'une hypoglycémie et l'hypoglycémie peut être favorisée par le fait de ne pas prendre de suhour. C'était là les conseils du nutritionniste. Poursuivons notre émission avec une recette de boisson chaude pour la rupture du jeûne. Il s'agit des feuilles de kinkeliba en infusion. Cette plante pousse dans les pays du Sahel comme le Mali, le Niger et le Sénégal. Dans ces pays, il est beaucoup utilisé par les Nigériens, surtout en cette période de Ramadan. Elle est très reconnue pour ses multiples vertus nutritives et thérapeutiques. Le kinkeliba est également riche en fer et en vitamine C. Madame Massaoudou Kadija, nutritionniste, explique toujours au micro de Rafia Abdoulaye Moussi. Je m'en vais vous donner la recette de l'infusion du kinkeliba. Donc, comment est-ce qu'on prépare l'infusion du kinkeliba? Vous allez prendre votre poignée remplie de feuilles sèches ou fraîches de kinkeliba, ça dépend de ce que vous avez de disponible. Bien les rincer et les mettre dans votre soit casserole, votre bouilloire, votre marmite, ce qui est à votre disposition. Vous pouvez le mettre à l'intérieur
verser 1 litre d'eau, le mettre sur feu d'eau à moyen et porter à ébullition. Donc après ébullition, vous éteignez le feu et vous laissez infuser pendant 10 à 15 minutes. Le quinquilibre peut être associé avec du clou de girofle, avec du bissap, avec de la citronnelle, avec de la menthe, avec du citron. C'est vraiment à votre goût. Donc après les 10 à 15 minutes, vous filtrez et cherchez un contenant, un récipient avec son couvercle. Vous allez le conserver à l'intérieur. Vous pouvez le prendre très chaud avec du sucre ou sans. Vous pouvez le prendre aussi tiède. Vous pouvez le prendre le matin, le soir. C'est comme vous voulez, à la rupture du jeûne et aussi toute la journée. Ça permet de maintenir la forme. Ça permet d'éliminer tout ce qui est mauvaise graisse. Ça permet une bonne digestion, etc. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. À présent, bienvenue dans Éducation numérique. Aujourd'hui, focus sur Eleven Bot, un botnet qui a déjà infecté 86 000 objets connectés et sert à mener des attaques DDoS massives. Pour en parler, nous accueillons ici dans ce studio Ousmane Mamoudou, journaliste au studio Kalangu. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Adama, bonsoir à tous les auditeurs. Avant d'aller plus loin, peux-tu nous expliquer ce qu'est un botnet et comment Eleven Bot fonctionne, Ousmane? Alors, un botnet, en fait, c'est un réseau d'appareils connectés à Internet qui ont été piratés et contrôlés à distance par des cybercriminels, souvent sans que le propriétaire ne s'en rende compte. Ces appareils peuvent être des caméras de surveillance qui sont connectées à Internet, des enregistreurs vidéo, des routeurs et il y en a, c'est vraiment toute une panoplie, ça peut être votre montre, etc., etc. Dans le cas de Eleven Bot, donc Eleven Bot, ça s'écrit 11 en toutes lettres et 11 comme 11 et Bot, donc c'est l'acronyme du virus. Si jamais vous le rencontrez, les pirates utilisent une technique très simple mais très redoutable. Ils exploitent des mots de passe par défaut ou trop faibles de type 1, 2, 3, 4, maman, papa, que les gens utilisent pour s'infiltrer dans les appareils. Une fois infectés, ces appareils sont utilisés pour envoyer des attaques de type DDoS. C'est un acronyme en anglais et en français ça veut dire une attaque par déni de services distribués. Donc c'est des attaques massives, c'est-à-dire si j'ai un site web par exemple qui reçoit 100 visiteurs par jour, si je suis victime d'une attaque DDoS, je peux en recevoir 10 millions de visites. C'est vraiment comme si 10 millions de personnes venaient taper à la porte de votre maison. Donc c'est clair que votre maison risque de s'écrouler. Ousmane Mamoudou, pourquoi ce botnet inquiète-t-il autant les experts en cybercriminalité? Eh bien parce qu'il est extrêmement puissant et en pleine expansion. Pour vous donner une idée, en février, il contrôlait 30 000 appareils et en quelques semaines, il a quasiment triplé de taille. Les attaques DDoS qu'il génère sont capables de perturber des infrastructures quand même critiques comme les opérateurs de télécom et les plateformes en ligne. En plus, les cybercriminels peuvent louer ce botnet à d'autres groupes malveillants, ce qui le rend encore beaucoup plus dangereux. Et Ousmane, on parle des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Mexique ou encore le Canada. Le Niger est-il exposé à cette menace? Alors, indirectement, oui. Pour l'instant, la majorité des appareils compromis se trouvent en Amérique du Nord et en Europe. Mais ces attaques peuvent affecter l'ensemble d'Internet, y compris les services en Afrique et au Niger. Par exemple, si une plateforme en ligne essentielle, par exemple, je prends l'exemple de Facebook ou de WhatsApp, est ciblée par une attaque de type DDoS, elle peut être inaccessible pour tous les utilisateurs, y compris au Niger. Et donc, par ailleurs, comme de plus en plus de personnes et d'entreprises au Niger utilisent des objets connectés, il faut adopter les bonnes pratiques de cybersécurité pour éviter que ces appareils ne soient recrutés par un botnet. Ousmane Mamoudou, au-delà de l'aspect technique, quelles sont les conséquences économiques et sociales d'un botnet comme Eleven?
Alors, elles sont multiples. D'abord, sur le plan économique, les attaques de type DDoS coûtent des milliards de francs CFA aux entreprises en raison des infrastructures de services et des mesures de protection nécessaires. Ensuite, vous avez un aspect social. Les services en ligne qui sont détenus sont essentiellement les banques, les plateformes éducatives, les médias qui peuvent être perturbés. Et enfin, vous avez un aspect éthique qui pose la question de la responsabilité des fabricants de ces objets-là qui sont connectés. En fait, qui devraient être beaucoup plus sécurisés que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Alors, Ousmane, quelles sont les conséquences directes et indirectes pour les utilisateurs, les entreprises et les gouvernements? Alors, pour les utilisateurs, si leur appareil est infecté, ils participent sans le savoir à des criminels. Donc, les utilisateurs, c'est des gens comme vous et moi. On peut participer sans le savoir à notre insu à des attaques criminelles. Les risques des pertes de connexion et des risques de vol de données. Pour les entreprises, une attaque DDoS peut mettre hors service un service en ligne pendant des heures ou des jours, causant des pertes financières considérables. Pour les gouvernements, ces botnets peuvent être utilisés pour déstabiliser des infrastructures critiques, voire pour des cyberattaques géopolitiques. Ousmane Mamadou, à quoi faut-il s'attendre dans les prochains mois? S'il n'est pas neutralisé, il pourrait atteindre plusieurs centaines de milliers d'appareils et être beaucoup plus destructeur. Les autorités et les entreprises de cybersécurité vont probablement tenter de les démanteler, mais c'est un jeu du chat et de la souris avec les cybercriminels. Avant de se quitter, quel conseil donnerez-vous à nos auditeurs pour se protéger? Alors, mon conseil, c'est de changer régulièrement de mot de passe et des mots de passe vraiment solides, pas 1, 2, 3, 4 ou les mots du dictionnaire. Tout ce qui est papa, maman, voiture, le chameau, il faut oublier parce que on a démontré que ça se casse en quelques secondes. Et il faut aussi penser à désactiver les services à distance qui sont inutiles, qu'on n'utilise plus. C'est la meilleure défense contre ce type de cybermenace. Merci beaucoup Ousmane Mamoudou, un excellent conseil à appliquer sans attendre. Merci à vous et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle chronique éducation numérique sur Studio Kalangou. Sans transition, restons à Niamey pour l'écho des régions. Et nous allons vous faire découvrir un célèbre homme de la culture nigérienne. Il est très apprécié du public en tant qu'homme de théâtre populaire, acteur, auteur et metteur en scène. Et oui, il s'agit de Yaji Dogo, plus reconnu sous le nom de scène Tchouaké. Aujourd'hui, âgé de 84 ans, l'homme s'est fait rare sur scène, mais continue à interpréter certains rôles. Suivez son portrait réalisé par Samira Rouafi. Enseignant de formation, Yaji Dogo, depuis sa tendre enfance, est passionné par l'art et l'écriture. Après des études au Burkina Faso, il revient au Niger et entame une carrière dans l'enseignement. Malgré tout, le théâtre ne l'a pas quitté. Actuellement, certains me prennent pour un homme du ministère de la Culture. Moi, je suis du ministère de l'Enseignement. L'envie de faire de la culture, le théâtre surtout, est arrivée quand j'étais à l'école primaire. Déjà à l'école primaire, on était initié à faire du théâtre parce que à la fin de chaque année, il faut préparer quelque chose avant d'aller pour les vacances. C'était là avec les petits sketchs. En ce temps, on appelait ça scénette devant la maison du chef de canton. Et même sortir un peu hors d'outils. On allait jusqu'à Maradi aussi. Ça, c'est en 1953-54. Et un beau jour, il se retrouve avec sa troupe théâtrale sur scène à la télé. Je me suis retrouvé à la télé. En 67, j'étais à Zender. C'est de là que c'est parti. Et là, maintenant, c'est devenu plus grand. Les gens du quartier à côté de la maison des jeunes étaient très, très, très intéressés. Et j'avais donc plein d'acteurs qui aimaient la chose. Les années ont passé et Yaji Dogo a enchaîné les pièces. Aujourd'hui encore, il continue de vivre pleinement de sa passion pour le théâtre. Même maintenant, je joue sur scène. Quand on monte des pièces, on essaie de voir, par exemple, si c'est un rôle de vieux, je peux jouer. Les gens ne peuvent pas se rendre compte que je ne voyais pas. Mais après, maintenant, les gens ont compris qu'il est aveugle. Mais ça ne m'empêche pas de jouer. Au fil des années, le comédien a collectionné des costumes et d'autres objets anciens. Il aspire un jour les exposer
pour les générations futures. Je ne dirais pas que je suis un conservateur, mais j'aime les choses d'autrefois. Si nous prenons par exemple les outils de la culture, j'ai plein de tenues traditionnelles d'autrefois. Et je me suis mis en tête, est-ce que je ne vais pas faire un petit musée un jour où je vais conserver ces objets. Parce que là, ils sont posés en vrac, dans des cartons. Yazidogo, toujours dévoué à la culture malgré son âge avancé. Un grand hommage lui a été rendu par l'événement Tarmamomo, qui récompense les Nigériens qui se sont distingués par leur travail. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs et auditrices, c'est à présent l'heure du sport de l'émission Le Niger sur Kalangu et notre chroniqueur du jour, Moussa Hassan, est avec nous dans ce studio. Bonsoir Moussa. Bonsoir Adama, bonsoir Mokhtar. Oui, bonsoir Moussa. Eh bien Moussa, sur le plan national, nous apprenons qu'une délégation pluridisciplinaire de badminton séjourne en Chine pour une série de formations de 20 jours. Oui, en effet, il s'agit d'un séminaire de formation d'une vingtaine de sportifs que la Chine a accordé aux Nigériens dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le président de la fédération de badminton, Abdoulaye Hassan Issoufou, nous en dit plus dans cet entretien qu'il a accordé à notre reporter Sandana Kali. Écoutons. Et c'est une formation également de badminton de haut niveau. C'est une formation qui durera 20 jours, du 4 au 24 mars 2025. C'est aussi une formation qui a vu la participation de 20 sportifs nigériens composés de joueurs et d'entraîneurs. Alors, quels sont les résultats attendus? C'est d'abord le fait quand même qu'on puisse avoir une performance accrue de nos joueurs, parce que je disais tantôt que c'est une formation de haut niveau et ces joueurs sont partis pour renforcer leurs capacités en vue d'être compétitifs à l'échelle nationale et même internationale. Quelles pourraient être les ouvertures pour la discipline à l'issue de ces stages? D'abord, cette formation va encourager d'autres jeunes à embrasser la discipline et ça va aussi nous permettre de former des formateurs parce que nous avons parmi les 20 sportifs qui sont sélectionnés des entraîneurs et ces entraîneurs-là n'ont pas été choisis fortuitement. Nous nous sommes penchés sur le mérite en sélectionnant les meilleurs. Et au niveau également des joueurs, nous nous sommes servis de notre ranking national parce que nous avons eu un championnat national en décembre 2024 et nous nous sommes servis de ce classement pour pouvoir sélectionner les meilleurs. Vous avez eu à faire des tournées dans les écoles pour inciter les élèves à pratiquer le badminton. Est-ce que les élèves pratiquent la discipline aujourd'hui? Nous avons maintenant à notre actif des écoles qui ont intégrer le badminton dans leur programme d'enseignement. Et je pense que ce n'est pas rien. Nous continuons ce programme qu'on appelle le programme Shuttle Time. C'est un programme d'ailleurs que nous exécutons avec la Fédération internationale qui nous permet d'atteindre un nombre important de jeunes. Nous pouvons espérer avoir également d'autres médaillés olympiques. C'est d'ailleurs pourquoi nous continuons à encourager les jeunes à pratiquer cette discipline. Alors, quel avenir pour la discipline? Je peux vous garantir que le badminton, ce sport, a des beaux jours devant lui, en ce sens que c'est une discipline vraiment, c'est-à-dire qu'il y a en émergence. Et aujourd'hui, on a compris que le sport peut nourrir son homme. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? D'abord, pour sa pratique, elle nécessite du matériel et que nous n'avons pas du matériel sur place. Il faut les acheter. Nous avons également un problème d'infrastructure parce que le badminton est un sport qui se joue idéalement dans une salle. Notre souhait, c'est qu'on ait plus de gymnases qui sont à l'abri, par exemple dans une salle, à l'abri du vent, à l'abri de la lumière, du soleil. Et l'autre dernier cri de cœur, c'est vraiment de demander, c'est-à-dire à nos autorités sportives de continuer à soutenir les associations ou disons les fédérations sportives pour plus de résultats. Et c'est tout pour cette page. Merci beaucoup Moussa pour toutes ces informations sportives. Place maintenant à notre chronique Loti. Aujourd'hui, le sujet abordé est la consultation médicale des nourrissons.
Et oui, Mokhtar, la consultation médicale des nourrissons est importante car elle permet de diagnostiquer de quoi ils souffrent et de traiter avant toute complication. Écoutons les discussions du desk des femmes du studio Kalangu dans ce loti. Loti. dangai izo niga bani mananu no to kai amin ga hamo lele kai na fu mata kani safi ifo no gotewo ni izo no go hin ya ci ne wallahi za ta gaina go mara rukaya wallahi ni didayya ai sibe han kan maga sai agoga hin sintina ga mil ba aga ba mananu no amma ni di a wangi ga ba ga fafadi yadin mono a sigirbi hunkuna ce ba girbi hinza ha ba safiya kwai ni mon konda lokta gaido tali kulno saga don ai mara ai ga hamura guna ga hamo si koronbo zankatarai nyanye daino gaga nin wo lokta no kan ni bai kan haikul saga ha wani mil ba zanko da ga hamo koram da ni bai kasin da bani haye wudumi karan ga teno gana zanka bobo goga dibo ne wallahi zama agan su kwanda imdi loktarai lokaci ba. Hey Roki, kyawayen kuko kan ni te gogin bango barafa. Watu kulu, niwe kalde hankan manhimano ni gici. Aine ni sitali kunno siya izoga. To, wane wa amman ba to ba mu ceyon kukute, nim dugbe kan wallahi ku ciyawo goga tabi. Ha? Daman ta di ifo sago da yin zagayyan. Ya dinga daman ta ninga mewa feri ni mama aine no go dogo kul ya cinno ni gagayin da kalamu marai wala. Nimo nig bai kan atkiriye ya sisala nig bai wadinga ya dinga da haifo duwa kul ni talino hey Ruki ni sintin ga hamburan difa to da goga he ga hamo sikwaran ifo no gaga hey ko ciwo dangai si he nimo ifo he ni rano ni gaise ya cine to wallahi ai mistagin si safiya ai sibe an kan gon izoga amma a gihinga te kan wallahi dori fono kan gihinga lala diman di hankan no suka fa'i masafa ya dinga lokacin to kai yin kwanda am di loktarai igla kalmu dokani se to mata da yigite Roki fa ba mata no aigita se ngune wani mun tu lokacin no kan ni him gihi wasi ko ciya san buga hampa ainin dum loktar kwa ga bisa madam kangir gune konkonsa banda niko ciawo jinkubo doro no gaga amara masijota madam doro sintinano woyne wo irgin gasa jaw sonda dai irga koy daran izo dirko ba irkoy ay izo sinda bana mo gogoran dafu dangai ni ma wani man tayi kulno igbate sai sonni ma loktora ni hay kulmanduwa man tayi fono kan lala gumo ya dinga igdu gasa fa ni lakal kanandi wallahi ruke isabu ni se gumo da mantini don matano aigite bai kan don date girbiyan haya ga lala ga bisa ba mutukan agoso gune amantonim ne se ni sabo laifu ihim ga hagwai dig zankai kan sin gisalan atkiriye zan boga singin mo fegi mo suk famci nan kan gudorin giga ya dinga zadir di haifo iga kan ga igla kaleman kani ihim go waswasi kwanda loktor kwarado igmu dugu dori kulkanno igma bonza nan ruki ai gwadi lakkalote koi ne mo ai gai gorga sinai lakkalai candi hankan gati ingai wana izai sage yan wodo kai ne woruki ai go koi ga babo ke ga kiyasi hankan gogati. Merci les filles pour vos multiples conseils, chers auditeurs et auditrices. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu.
Et vous l'avez certainement compris, ici prend fin cette émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, c'était moi-même Mokhtar Hamadou et Adama Dawaki. La technique a été assurée par Issa Lawali et Moussa Hassan à l'édition. Bonne rupture et excellente soirée.